Madagascar, c'est une île qui fait rêver, avec des richesses naturelles qu'on dirait presque mythiques. Mais alors, il y a une question qui fâche. Comment se fait-il que sa population reste parmi les plus pauvres du monde? C'est vraiment ça l'énigme qu'on va essayer de déchiffrer ensemble aujourd'hui. Et on va voir que derrière, il y a une leçon d'économie absolument fondamentale. Honnêtement, c'est la question qui doit hanter pas mal de monde. Les économistes, les dirigeants. On se demande comment une terre aussi généreuse peut-elle être le théâtre d'autant de précarité? Eh bien la réponse, ce n'est pas une fatalité. Pas du tout. C'est le résultat d'un choix. Un choix de modèle économique qui, on va le découvrir, est complètement coincé dans le passé. Alors, pour bien comprendre, imaginez une économie qui fonctionnerait encore comme au XVIIIe siècle. C'est ça, le diagnostic. Le modèle est d'une simplicité désarmante. On extrait et on vend. C'est tout. On exporte la richesse à l'état brut sans jamais lui donner de la valeur. Et c'est là précisément que se trouve l'erreur monumentale. Pensez qu'on peut construire un pays riche juste en vendant ce qu'on trouve dans son sol. Regardez bien ce tableau. Il est très parlant. C'est un déséquilibre flagrant. D'un côté, Madagascar, qui vend ses trésors bruts pour, disons-le franchement, une bouchée de pain. Et de l'autre, des entreprises, souvent étrangères, qui prennent ces mêmes matières, les transforment et là, c'est le jackpot. Elles s'approprient toute la plus-value. C'est un véritable siphonnage de richesse. La valeur s'échappe du pays avant même d'avoir eu le temps de créer quoi que ce soit sur place. Le mécanisme, en fait, il est d'une simplicité presque cruelle. On va le décomposer. Étape 1, on récolte les matières premières à Madagascar. Étape 2, on les exporte, quasiment sans y toucher. Et les étapes 3 et 4, les plus importantes, celles où on transforme et où on fait les vrais profits, eh bien, elles se passent ailleurs. C'est un cercle vicieux, un système qui semble presque conçu pour que rien ne change, pour maintenir le pays dans cette dépendance. Et voilà où ça nous mène. C'est la conséquence la plus grave de ce modèle. Oui, l'indépendance politique a été acquise, il y a longtemps maintenant. Mais sans la souveraineté économique, elle sonne un peu creux, non? Au fond, ça veut dire quoi être politiquement libre, si économiquement on dépend toujours des autres? C'est toute la question. Bon, ok, le constat est assez sombre. Alors la question qui vient tout de suite, c'est comment on sort de là? Comment on brise ce cycle infernal? Il existe une solution, une seule en fait, qui est présentée comme la clé, le point de départ de tout le reste. La solution, la voici. La transformation industrielle locale. L'idée est d'une logique implacable. Au lieu d'exporter les sacs de grains de café, par exemple, on construit l'usine sur place pour faire du café moulu, des capsules, bref, des produits finis. Et le potentiel de cette simple idée, il est juste vertigineux. Regardez-moi ce chiffre. 50. Attention, on ne parle pas de 50%. On parle bien de fois 50. C'est le multiplicateur de valeur potentielle pour un produit comme le café. Ça veut dire que pour chaque euro de valeur en grains bruts exporté, on pourrait en générer 50 en transformant le produit sur place. Rendez-vous compte de l'échelle, c'est absolument gigantesque. Pour que ce soit bien clair, regardons ce graphique. La petite barre, là, c'est ce que rapporte le café brut exporté. Et cette barre immense, juste à côté, c'est ce que ce même café pourrait rapporter une fois transformé. On n'est pas en train de parler d'une petite amélioration là, c'est une révolution économique. Un changement total de dimension. Et pour décrire ça, il y a une métaphore que je trouve géniale. La locomotive puissante. Pourquoi c'est si bien trouvé? Parce qu'une locomotive, ça n'avance jamais toute seule. Elle tire des dizaines de wagons derrière elle. C'est exactement ça. Une industrie qui se développe, ce n'est pas juste une usine en plus. C'est toute l'économie du pays qui est tirée vers le haut. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces wagons? C'est tout un effet boule de neige. Ça attire des investissements, ça crée des milliers d'emplois, directs et indirects, les revenus des agriculteurs augmentent, du coup ils consomment plus, ce qui fait tourner d'autres secteurs, ça peut même aider à lutter contre la vie chère, et au bout du compte on peut voir naître des entreprises nationales assez fortes pour aller se battre sur les marchés mondiaux. Mais attention, ce serait trop simple s'il suffisait de construire des murs et d'installer des machines. Bâtir des usines, c'est une chose, mais pour que la locomotive démarre vraiment, et surtout pour qu'elle ne s'arrête pas, il lui faut un carburant spécial. Un carburant qui n'est pas matériel. Une transformation bien plus profonde est nécessaire. Et là, on touche peut-être au point le plus crucial et le plus complexe. Avant la révolution industrielle, il faut une révolution mentale. Il s'agit de changer d'état d'esprit, d'adopter ce qu'on appelle une mentalité de vainqueur, c'est-à-dire croire en ses propres capacités et fonder la société sur des valeurs fortes, comme le travail, l'honneur et une ambition partagée par tous. Et ce n'est pas juste une belle idée en l'air. L'histoire nous donne un exemple incroyable, le Japon. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pays est littéralement à terre, en ruine. Et pourtant, en s'appuyant sur une culture de discipline, d'honneur et de travail acharné, ils ont réalisé ce qu'on a appelé un miracle économique. Ils sont devenus la puissance mondiale qu'on connaît aujourd'hui. Alors quand on voit cet exemple, l'objectif de faire de Madagascar le Japon de l'Afrique, ça ne sonne plus comme un rêve lointain.
Ça devient un plan d'action, une feuille de route possible. Parce que si la révolution des mentalités vient nourrir la révolution industrielle, alors là, oui, le potentiel n'a plus vraiment de limite. Au fond, si on résume, le choix est assez simple à comprendre. C'est un peu comme avoir un manguier. Est-ce qu'on vend la mangue brute pour quelques centimes en laissant les autres faire le profit, ou est-ce qu'on construit la petite usine à côté pour faire du jus, du sorbet et capter toute la valeur? C'est le choix entre rester dépendant et prendre le contrôle de son destin. Et ça nous amène à une toute dernière réflexion. Et si finalement la plus grande richesse de Madagascar, ce n'était pas la vanille, ni les saphirs, ni rien de tout ça? Et si la ressource la plus précieuse, la plus fondamentale, était en fait invisible? Cette volonté collective, l'envie partagée de changer les choses, de construire, de réussir ensemble. C'est peut-être ça la vraie richesse. C'est peut-être là, dans les esprits et dans les cœurs, que se cache la clé de tout.